Regard croisé sur l'actualité. Ousmane Kanté. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire Regard croisé sur l'actualité. La rétrospective de l'actualité de la semaine, analysée, commentée et décortiquée par deux invités. Et cette semaine, nous recevons Dr Karamoko Gaoussou, enseignant-chercheur à l'université Peleforogon Coulibaly de Korogo. Il est philosophe et politiste. Et à ses côtés, Dr Christophe Kwame, président de Civis Côte d'Ivoire, l'association Citoyen et Participation qui s'est spécialisée dans le contrôle citoyen de l'action publique. Messieurs, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, cette semaine encore, Laurent Gbagbo continue de cristalliser l'actualité, cela 2 semaines après son retour en Côte d'Ivoire. L'ex-président ivoirien était à Blouson pour se recueillir sur la tombe de sa mère, puis à Mama, son village natal, situé dans la ville de Gagnoa. Laurent Gbagbo y a été accueilli par ses nombreux partisans et il en a profité pour dévoiler à demi-mot ses intentions politiques. Et ses différentes déclarations depuis son retour suscitent beaucoup de commentaires. Je vous propose d'écouter ceux d'Ali Ountine. Il est fondateur du think tank Africa Jom Center qui appelle donc les leaders politiques que sont Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara à s'engager dans le processus de réconciliation et à laisser la place à la future génération. Ce qu'on attendait du président Gbagbo après, bien sûr, son séjour à la CPI, et nous l'avons entendu, c'est de contribuer à la réconciliation nationale fortement. Du fait d'abord de son parcours, de son engagement, de son expérience. Bien qu'il soit engagé dans la réconciliation, est-ce que Gbagbo ne veut pas être candidat en 2025 ? Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui que Gbagbo, Bédié, Alassane soient vraiment réalistes pour faire la place effectivement aux futures générations. Ça, vraiment, c'est mon analyse. On a vu ce qu'ils ont fait de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train de se reprendre. Il faut faire en sorte effectivement de rassembler, de préparer le terrain à une jeune génération qui va continuer à développer la Côte d'Ivoire, à pacifier la Côte d'Ivoire, pacifier les différentes communautés et à vivre ensemble tout en respectant les différences entre les gens. De mon point de vue, je ne vois pas Gbagbo briguer encore vraiment un mandat aux prochaines élections présidentielles. Ni lui, ni Bédié, ni Alassane Ouattara. Docteur Karamoko Gaoussou, est-ce que l'appel lancé par Ali Ountine a des chances d'être entendu par ces 3 personnalités qui l'appellent à faire la place à une future génération? Alors, je pense que, évidemment, si on veut être dans une poursuite éthique, une poursuite prospective, on peut penser, on peut rêver, je dirais, de voir une nouvelle génération émerger, diriger la Côte d'Ivoire. Mais si on s'en tient à ce que j'appellerais la réelle politique, si on s'en tient aux déclarations des uns et des autres, nous sommes dans une vendetta politique, c'est-à-dire nous sommes dans une sorte de bataille individuelle qui est de nature à pérenniser les conflits entre les acteurs. Le président Gbagbo a déjà dit depuis qu'il soit en Côte d'Ivoire, depuis sa sortie de la prison, qu'il n'entend pas se retirer de la politique et qu'il est un acteur politique, il a toujours fait de la politique et qu'il fera de la politique. Alors, ce qui sous-entend qu'il sera probablement candidat en 2025. Le président Ouattara ne s'est pas encore prononcé sur la question, mais je reste persuadé que tant que, et ça il a dit depuis Katiola, tant que les autres sont candidats, je serai candidat. C'est ce que j'appelle la vendetta. Donc le président Ouattara, je suppose, pourra déclarer qu'il n'est pas candidat à une seule condition, qu'il soit en mesure de se trouver quelqu'un plus apte à être un successeur, comme c'était le cas avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Donc du point de vue théorique, du point de vue de l'éthique politique, il serait souhaitable qu'on passe effectivement à une nouvelle phase, à une nouvelle dynamique, qui puisse éponger toutes ces charges historiques, parler véritablement d'une nouvelle vision de la Côte d'Ivoire avec une nouvelle génération. Mais moi, je suis très prudent. Je préfère composer avec la réalité. La réalité, c'est que les acteurs n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et comme nous sommes dans une démocratie qui n'est pas une démocratie de communication, c'est pas une démocratie communicationnelle, hein, c'est que certains appellent la démocratie délibérative. C'est-à-dire une démocratie où la société civile a une force qui est telle qu'elle a un impact sur le politique, qui peut faire une pression réelle pour amener le décideur à revoir certaines analyses. Nous sommes dans une démocratie que moi je qualifie en grippe d'élitiste. Donc l'impulsion de la société vient de là-haut. Et tant qu'on est dans ce schéma-là,
les choses restent toujours dans la dynamique de suivre le leader. Quand il s'égare, on s'égare tous. Quand il se réveille, on se réveille tous. C'est malheureux, mais c'est ça la réalité de la Côte d'Ivoire. Donc moi je suppose qu'il faut effectivement aller à une nouvelle dynamique, mais il faut être très prudent, il ne faut pas juste l'évoquer, il faut penser à des stratégies qui pourraient amener les acteurs à penser réellement qu'on doit aller à une nouvelle dynamique sociale. D'accord. Docteur Christophe Kwame, est-ce que l'appel que lance Alioune a des chances d'aboutir et est-ce que, selon ce que docteur Karamoko Gaoussou dit, nous ne sommes pas nous-mêmes tributaires de ce qui se passe aujourd'hui avec ces trois leaders qui cristallisent la politique en Côte d'Ivoire depuis au moins 30 ans maintenant? En fait, à l'observation, le maillon faible de la construction d'institutions démocratiques en Afrique et principalement en Côte d'Ivoire, c'est la prépondérance des hommes politiques qui semblent souvent au-dessus des institutions. C'est ce que disait le docteur Karamoko tout à l'heure. En fait, la personnalisation de la vie publique rend difficile d'institutions fortes servant l'intérêt général. Dans le cas précis de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire dont il est question, la Côte d'Ivoire est condamnée à faire deux choix précis. Soit on fait le choix de la primauté de régler nos différends par le droit, donc on passe tout au juridique. Là-dessus, il y a plein de choses à dire relativement à l'acquittement du président Gbagbo. Soit aussi, on fait le choix de l'Afrique du Sud, qui a fait un mixte entre la justice, la loi et la justice transitionnelle. Donc, ils ont fait le choix d'être ensemble et de réécrire leur vie avec la justice transitionnelle. Donc, pour moi... Mais ça nécessite qu'il y ait moins d'ego, moins de passion autour de leaders charismatiques et que on lâche un peu du lest pour faire avancer... Toutes les sociétés sont passées par le stade actuel de la Côte d'Ivoire. Tous les leaders se sentent puissants quand ils sont au pouvoir. Avant-hier, c'était le président Bédié. Hier, c'était le président Gbagbo. Mais quand vous voyez par cycle, chacun pense puissant jusqu'à ce que, pour un grain de sable, il passe dans l'opposition et il se rend compte que toute cette puissance n'est que feu de paille appuyé sur la mauvaise gouvernance. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation d'aller jusqu'à ce que 95%, 99% de la population, que ce soit les leaders ou les citoyens lambda, on aille se cogner la tête contre l'histoire et qu'on comprenne que pour aller à la réconciliation, il faut qu'on construise un récit commun. Et ça, la sociologie de beaucoup de peuples ont montré que de cette façon de faire, du leader charismatique, du leader qui sait tout, du leader qui est omniscient et omnipotent, on est arrivé à une société d'inclusion, une société de discussion. On n'a pas encore atteint ce pic-là. Je l'ai dit déjà à votre antenne ici que chaque fois qu'il y a eu une crise en Côte d'Ivoire, si vous regardez, vous lisez l'histoire, vous verrez qu'on n'est jamais allé jusqu'au bout. Il y a eu soit les Nations Unies qui sont venues séparer les belligérants, il y a eu pour la dernière crise la France. Donc, à chaque étape, la discussion ou le conflit ne s'est pas réglé en Côte d'Ivoire. Prenons le cas du président Gbagbo, il vient d'arriver de La Haye. Ce n'est pas la justice ivoirienne. Donc, il se sent libre, acquitté par la CPI. Donc, en son âme et conscience, il est lavé de tout soupçon. Il est blanc comme neige. Il ne se sent même pas responsable. Donc le drame ici, l'analyse ici, n'est pas du fait même de la personne, mais de tout le système dans lequel la Côte d'Ivoire en tant qu'État et le peuple ivoirien en tant que peuple souverain vit. Donc les historiens, les philosophes vous diront que pour que cet État change, il faut qu'il y ait un déclic. Je ne suis pas pessimiste, mais si vous regardez la Première Guerre mondiale, elle ne s'est pas bien terminée. C'est pour cela qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, si vous suivez l'histoire, si vous relisez l'histoire aujourd'hui, vous verrez que c'est à partir de là qu'on a créé l'ONU. C'est à partir de Nuremberg, voilà, de Nuremberg qu'on a créé un certain nombre de choses. Aujourd'hui, nous qui avons participé à la CDVR et à toutes ces institutions, même dans les discussions, dans les ateliers, on n'est jamais allé au bout. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas eu de réconciliation. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de discussion des vrais problèmes, des vrais conflits. Il n'y a pas une prise de conscience nationale qui a touché 90% des citoyens ivoiriens relativement à ce problème que nous avons du vivre ensemble. Justement, on va évoquer la question de la réconciliation. Laurent Gbagbo, devant le chef traditionnel Amama Ademimo, a donc parlé de son rapprochement avec le PDCI. Alors, on sait que quand il y a alliance entre deux partis politiques, c'est toujours à viser à but électoraliste. Est-ce que déjà, c'est pas un signe qui prouve, qui montre que
Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié ont envie d'aller en 2025 aux élections. Bien sûr, je pense qu'il faut même pas se leurrer. Hein. Pour moi, c'est presque une certitude. Évidemment, comme en politique, il faut être très prudent. C'est presque une certitude. Il faut se fier aux déclarations déjà du président Laurent Gbagbo. Avant même qu'il ne rentre, il a dit qu'il n'était pas pour l'alternance générationnelle. Il a été très clair sur la question. Alors, c'était une façon de l'alerter déjà l'opinion nationale sur ses intentions futures. Le président Bédié, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas encore laissé émerger un visage qu'on pourrait supposer être un héritier politique. Donc, tout est fait dans le sens de préparer la conscience collective à une éventuelle candidature des uns et des autres. Le président Ouattara, je l'ai dit, il ne s'est pas prononcé sur le sujet. Mais pour moi, il ne faut pas dissocier l'un de l'autre. Tant qu'il n'y a pas une figure qui émerge dans les différents camps, il faut le lire dans le sens inverse. Si ça n'émerge pas, ça veut dire qu'on ne fait pas émerger. Donc pour moi, on est dans cette dynamique de préparer déjà, entre guillemets, la mise à mort du processus de réconciliation nationale. C'est vrai qu'on va en parler, mais je vais juste dire, avant qu'on y revienne, que quand on sort d'une crise, il est presque indispensable de penser à une justice traditionnelle. La justice conventionnelle, c'est vrai, elle est fondamentale, mais elle marche quand l'État fonctionne. Dès l'instant où l'État est en crise, ça traduit la crise même des institutions de façon générale, et la justice elle-même est une institution. Donc, la crise de l'État suppose aussi la crise même de la justice. Donc si vous appuyez sur la justice qui est conventionnelle, alors que l'État est déjà en crise, il est presque impossible de passer à un nouveau contrat social. Parce que c'est ça l'objectif final, créer un nouveau cadre qui permet de repartir. Donc la justice conventionnelle a certes ses avantages, mais ce n'est pas un outil réel qui peut réconcilier. Et c'est pourquoi les gens parlent de justice des vainqueurs, parce que forcément elle est tributaire de nouvelles ordres de l'État. Donc pour revenir vraiment à la question de 2025, pour moi il ne faut vraiment pas se leurrer. Le seul qui est capable, ou du moins qui doit pouvoir assumer, c'est tout le monde certes, mais je mets l'accent sur lui, c'est le président de la République. C'est d'abord celui qui incarne l'État. Le président de la République doit aller plus loin dans la question de la réconciliation. Si les uns ne font pas des pas, qu'il fasse lui des pas, parce qu'il est le premier garant de la sécurité. Il y a des questions de sécurité aujourd'hui qui font qu'il faut regarder notre question de la réconciliation sur plusieurs aspects. Si on reste juste dans le débat politique, alors qu'à côté, il y a l'insécurité qui se répand à travers le djihadisme et tout, on risque tous d'être dans un contexte où on est tous perdants. Donc pour moi, il faut aller avec les deux schémas. Le jeu politique, il ne faut pas l'arrêter parce que les gens l'ont déjà engagé. Même si mon souhait aurait été qu'on arrête tout ça à un moment donné, qu'on passe à une justice traditionnelle, une phase de trêve politique, où on discute, où on vide un peu les contentieux pour repartir de nouveaux pieds. Mais déjà la bataille est engagée. Le président Bédié a déjà plusieurs fois lancé des appels au président Gbagbo. Le président Gbagbo tente de répondre à ces appels. Il disait à Mama qu'il a 2 sorciers. C'est des images, hein, parce que le président Gbagbo est très trivial dans son discours. C'est sa nature d'être trivial. C'est pas un reproche, c'est un constat. J'ai 2 sorciers, l'un du PDCI, l'autre de mon parti. Ils se voient toutes les nuits, ils parlent la nuit. C'est des signaux qu'il envoie à ses partisans pour dire on peut reprendre la bataille, il faut qu'on se réorganise. Moi, ce que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il dissout malheureusement dans son discours toute la responsabilité politique, la responsabilité sociale, la responsabilité même morale du leader dans la décision de la CPI. La CPI, c'est une décision de justice, d'accord, c'est une décision de droit, mais le droit ne dissout pas la morale. Le droit ne dissout pas la politique, ça ne dissout pas ta responsabilité sociale parce que tu es un responsable de société. Donc, dissoudre tout ça en une phrase, pour moi c'est malheureux, mais c'est la réalité politique de la Côte d'Ivoire et il faut qu'on compte avec. Justement, docteur Christophe Kwame, Laurent Gbagbo n'a pas eu de mots jusque-là pour les victimes, aussi bien de son camp que du camp Ouattara. Il n'a jusque-là pas prononcé aussi le nom du président Ouattara, alors que ses partisans l'annonçaient comme le chaînon manquant de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou est-ce qu'il faut être juste un peu patient? Docteur Karamoko l'a vraiment si bien dit. Aujourd'hui, la responsabilité d'un chef de parti est de comprendre que l'État dans lequel nous vivons, qui s'appelle l'État de Côte d'Ivoire, tous avons des obligations, c'est-à-dire des droits et des devoirs. Donc, le président Gbagbo ne peut pas se soustraire de ses responsabilités après avoir dirigé la Côte d'Ivoire de 2000 à 2010. Aucune décision de justice ne peut dissoudre sa responsabilité en tant que citoyen et en tant que premier magistrat. Il a une obligation envers la Côte d'Ivoire
rien que pour avoir été président de cette période, et rien que pour avoir obtenu de la Côte d'Ivoire ce qu'il a obtenu. Donc, ne serait-ce que sa qualité de citoyen, il a une obligation de construction de la réconciliation nationale. C'est une obligation morale qui va peser sur lui jusqu'à sa mort. Qu'il la dénie, c'est son droit. On est en démocratie. Mais je l'affirme ici, que c'est son obligation morale. Est-ce que le fait de vouloir reconnaître, d'avoir cette obligation morale, ne va pas peut-être amener à le considérer comme un peu coupable quand même de tout ce qui s'est passé, un peu responsable? Il faut dissocier les deux choses. Hein. La reconnaissance, la responsabilité ne fait pas de lui un coupable. Pas du tout. Oui. Non, si on veut parler en termes de stratégie politique, Laurent Gbagbo est doublement gagnant. C'est-à-dire que l'option de réconcilier les Ivoiriens lui donne un double avantage. À la fois un avantage politique pur, montrer qu'il s'est surpassé, montrer qu'il a été celui qui a été à même, après 10 ans de prison, de passer à une autre phase. Ça, c'est un signal très fort en politique. Être homme de paix, c'est plus qu'être un chef de guerre. La guerre, c'est vraiment facile. Détruire, c'est facile. Mais penser à construire, se projeter de l'avant, tirer une masse, pour moi, ça lui ouvre une perspective, au-delà même de la réconciliation, ça a plus de valeur. Une perspective politique pour lui-même en tant qu'acteur politique. Donc pour moi, je suis même surpris qu'il ne perçoive pas cela. Voilà, oui. Je suis surpris parce que je n'ai pas les dates, mais je sais qu'il fut un temps où la question de la réconciliation revenait beaucoup dans les discours de ses partisans. Beaucoup estimaient que tant qu'il n'est pas là, il n'y a pas de réconciliation. Donc comment comprendre qu'il sorte et qu'il ne perçoit pas lui-même que non seulement il peut être un acteur, mais en même temps un acteur légitimiste, c'est-à-dire avoir une légitimité à partir de ce processus. Bon, je suis un peu surpris. Alors, on va continuer d'évoquer la question de la réconciliation nationale avec Alain Lobognon, qui offre ses services pour un rapprochement entre Guillaume Soro et le chef de l'État Alassane Ouattara. À peine sorti de prison, l'ex-ministre proche de Guillaume Soro entend s'engager résolument pour faire baisser les tensions et mettre fin au désaccord entre le président de la République et son ancien Premier ministre. Quelles sont les chances de cette démarche au moment où Guillaume Soro est condamné par contumace à la prison à vie? Est-ce qu'en l'état actuel des relations entre le président Ouattara et Guillaume Soro, cette mission est peut-être taxée de mission impossible? Rien n'est impossible. Hein. D'ailleurs, c'est une vertu de la politique que tout soit possible. Guillaume Soro est confronté, je dirais, à lui-même, en fait. En politique, il y a plusieurs formes de légitimité qu'on construit. Je peux prétester de ma compétence intellectuelle, ma compétence dans un domaine précis, pour estimer qu'à part cette compétence, je peux avoir accès au pouvoir d'État. Donc, avoir une légitimité fondée sur ma compétence, comme on le voit le président Ouattara, qui essaie de s'appuyer sur une forme de compétence reconnue à l'international pour réaliser quelque chose, pour faire impulser le développement en Côte d'Ivoire. Vous pouvez prétester de votre combativité. Le président Gbagbo a été un combattant de la liberté. On peut lui arracher beaucoup de choses, mais on ne peut pas ne pas reconnaître qu'il a été un combattant de la liberté et que c'est fort de cette conviction de combattant de la liberté qui s'estime légitime à conduire l'État. Si je prends le président Bédié, il fonde sa légitimité sur le définat constitutionnel qu'il a eu avec le président Houphouët-Boigny. Ils étaient nombreux, mais c'est celui que Houphouët a désigné comme son devoir constitutionnel. Et donc, depuis ce fait, Bédié estime qu'il a une légitimité historique et qu'à partir de ça, il peut diriger la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. On peut définir la légitimité sous plusieurs formes. Guillaume Soro, de mon point de vue, n'est pas encore parvenu à trouver sa forme de légitimité à lui. Moi, j'essaie de comprendre, je n'arrive pas. Jusque-là, ce que je trouve dans sa démarche, c'est le parricide. Mais le parricide peut pas être une source de légitimité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis capable de mettre mon père à mes pieds que j'ai une légitimité. Donc, au lieu de vouloir mettre le père à ses pieds, là je parle en africain, autant se mettre au pied du père pour espérer bénéficier d'une forme de bénédiction et puis se projeter. Même s'il y a eu des promesses non tenues? La question de la promesse, comment je n'ai pas de preuves, mais j'estime que quand on regarde la politique, c'est vraiment dans les faits qu'il faut regarder. Guillaume Soro a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. Vraiment, il a occupé beaucoup de grandes fonctions dans le pays. On peut supposer qu'il lui reste la présidence de la République, mais ça se construit. Et puis en politique, il faut toujours compter avec les aléas du défi. Vous pouvez être prédestiné à un poste, et pour des faits quelconques, peut-être même parfois des faits qu'on peut considérer comme de la banalité, vous êtes confronté à une sorte de cueil. Quelle est votre posture par rapport à l'écueil qui se présente à vous? Est-ce que vous brisez tout? Vous dites que bon, il y avait cette possibilité, je ne l'ai plus aujourd'hui. Ou alors vous dites, il faut que j'ai une nouvelle forme de stratégie qui me permet de contourner l'écueil sans briser.
Pour moi, le Premier ministre Guillaume Soro a manqué de stratégie de ce point de vue. Et d'ailleurs, il y a des leçons qu'il peut tirer de ce que Chablé Goudé fait aujourd'hui. Chablé Goudé, on sait tous qu'il est un homme fort du système de Laurent Gbagbo. Mais quand on écoute les deux acteurs aujourd'hui, on voit qu'ils ne sont pas sur la même ligne, mais sans que l'un brusque l'autre. Blé Goudé ne va pas jusqu'à dire que, bon, de Gbagbo n'est plus ceci, n'est plus cela. Il est dans une poursuite de l'accompagner, mais il se projette aussi pour 2025. On le perçoit dans ses discours. Donc, qu'est-ce qui empêchait Guillaume Soro d'être dans une posture de construction? Moi, je suis contre la politique qu'on sait de construire. Par principe, je ne conçois pas la politique comme, enfin, il y a des auteurs qui le disent, comme une sorte de guerre permanente. Pour moi, la politique commence quand la guerre s'arrête. C'est vraiment une théorie que je respecte chez Hobbes et chez des auteurs. Quand je dis politique, je suppose que la guerre n'a plus sa place et que la violence devient domestique. Mais dès l'instant où je suis dans le conflit permanent, vaille que vaille, à tout bout de champ, je suis plus dans la politique. Alors, docteur Christophe Kwame, l'un des avocats de l'État de Côte d'Ivoire au procès de Guillaume Soro, qui était à votre place ici la semaine dernière, affirmait que les preuves contre Guillaume Soro pour l'attentat à la sûreté de l'État étaient incontestables. Est-ce qu'à partir de là, on peut espérer qu'il se rapproche du président Alassane Ouattara, notamment avec la médiation d'Alain Lobognon? En fait, il y a plusieurs lectures de cette nouvelle crise dans la crise. Il y a la Côte d'Ivoire en tant qu'État qui a vraiment un besoin de stabilité politique, de stabilité économique, de stabilité sociale pour mener son développement, réduire le taux de pauvreté. C'est vraiment l'objet de la posture politique du président actuel. Donc il ne faut pas qu'on élude ce pourquoi les hommes politiques prennent la parole pour travailler. Parce que tous sont censés aspirer à la magistrature suprême pour le bien-être des citoyens. Pour nous, dès qu'on a dit ça, c'est d'un intérêt national que cette réconciliation ait lieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre choix que la réconciliation entre deux acteurs qui agissent indirectement sur le mauvais fonctionnement de l'État de Côte d'Ivoire ait lieu. C'est-à-dire que tout citoyen bien pensant doit prier pour ce rapprochement et qu'il ait lieu. Mais en allant dans ce sens, il faut que les uns et les autres comprennent. Beaucoup ratent le coche à travers leurs discussions, beaucoup ratent le coche à travers leur prise de position. Alain Lobognon a goûté la prison. Il a fait plus d'1 an. 18 mois. 18 mois. Mais la prison, ça change un homme. Ça change les perspectives d'un homme. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de la frayeur, mais la réduction de vos libertés vous font pencher, réfléchir à autre chose. Donc pour moi, toute action de réconciliation, toute action de rapprochement doit être soutenue par tous les Ivoiriens de tous les camps dont il s'agit. Il n'est pas question que toute action de construction dite de rapprochement ou comme les gens le disent sur les réseaux sociaux, ils veulent manger. Non, les gens n'ont pas compris ce que c'est qu'un État, c'est pour cela qu'ils le disent. Et pour nous, la réconciliation pourrait, je dis bien pourrait, partir du président de la République. Je dis bien le président de la République, je n'ai pas dit forcément le président Alassane Ouattara. Et cette réconciliation, comment elle peut se faire? Il faut que le président, maintenant, M. Alassane, ou le futur, comprenne que vraiment, le récit national de la Côte d'Ivoire doit être écrit sans exclusive. C'est-à-dire qu'un peuple ne se projette dans le futur que quand ils pensent qu'ils sont ensemble. Donc le président a les moyens aujourd'hui d'impulser l'écriture d'un nouveau récit national, d'amener tous les Ivoiriens à rêver orange, blanc, vert, d'amener tous les Ivoiriens à rêver Côte d'Ivoire. C'est de là que peut partir la réconciliation. Parce que tant qu'une infime partie du peuple sera sélectionnée, selon ses appartenances politiques, religieuses, ethniques, il n'y aura pas de réconciliation. Ou alors de réconciliation de façade et de réconciliation politique. Donc, Alain Lobognon, il faut l'encourager parce que la guerre n'a jamais apporté un pays prospère. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un gros défi, les djihadistes arrivent. Donc arrêtons la récréation. Nous sommes en train de nous amuser, de nous battre. Ben, ils sont là, ils nous regardent. Ils ont des stratèges aussi, ils ont des hommes politiques, ils ont des shadow bureaux chez les djihadistes qui sont là tous les jours. Ils font le monitoring de la vie publique de la Côte d'Ivoire. Et donc, il est plus important
d'avaler nos égos. Il est plus important de penser État de Côte d'Ivoire, République de Côte d'Ivoire, que de vouloir encore séparer le peu qui est en train de se faire. Je termine en disant tout à l'heure, je venais à votre studio, j'ai été surpris de lever la tête de voir que le pont est en train de passer. Ça va diminuer mon temps. Que vous soyez de gauche, que vous soyez de droite, le pont va sortir, c'est une réalité. Le quatrième pont. Voilà. Oui, si vous me donnez juste rapidement. une seconde, vous voyez, dans l'histoire de la science politique, il y a deux écoles qui s'affrontent. Il y a l'ancienne école qui considère que faire la politique, c'est de construire une vie sociale, de vivre ensemble. Et puis l'école de la Renaissance, à partir de Machiavel et Freud et d'autres, qui considèrent que la politique, c'est un champ de combat permanent. Donc c'est un champ où moi je viens élaborer une stratégie qui peut-être ne prend pas seulement en compte l'ensemble de la communauté, mais qui me privilégie. Et quand moi je regarde notre scène ivoirienne, je pense que la deuxième école. à 90%, je ne vais pas être chaud pour dire 100%, mais à 90%, on est de cette deuxième école, où chacun se dit, si je ne fais pas ceci, l'autre va m'écraser. Et quand on observe le président Ouattara dans sa posture, moi je le trouve souvent un peu confus. On sent parfois qu'il va aller dans le sens de construire une véritable nation, à la fois dans les discours, à la fois dans certaines actions, notamment le retour de beaucoup de réfugiés, la crise post-électorale, c'est vrai, le retour c'est pas maintenant, beaucoup sont venus il y a bien longtemps. Mais en même temps, quand on rentre dans le champ du parti, en tant que parti politique, avec tous les soldats, pas les militants, par définition, ça aussi, le militant, par définition, c'est un soldat. D'ailleurs, le président Gbagbo a dit, je suis un soldat. Pour rappeler à ses partisans qu'il est venu pour reprendre la bataille. Donc, il y a d'un côté la République avec toutes les normes qu'on connaît, et de l'autre côté, le parti politique, qui est une organisation privée, qui a des intérêts, certes, collectifs, mais qui a aussi des intérêts privés. Donc, ce lien-là, ce rapprochement entre le collectif et le privé, c'est là toute la bataille. Aujourd'hui, il est vraiment souhaitable que le président de la République, parce que ça aussi c'est une vérité, c'est sa responsabilité de porter la nation, d'aller au-delà du parti, de prendre la République vraiment à bras le corps, même s'il faut y associer des figures, qu'on va dire des figures moins partisanes, voilà. des figures très citoyennes, consensuelles, je dirais, merci pour le mot, pour que la question de la réconciliation soit détachée du parti politique. Sinon, on sent les bonnes intentions parfois, en tout cas moi je perçois parfois de très bonnes intentions, mais les faucons. Mais en même temps, la réalité rattrape l'homme qui va de l'avant, mais à qui on rappelle d'où nous venons. Nous avons été d'une bataille, celui qui arrive, il ne parle pas de réconciliation, donc qu'est-ce qui te dit qu'on va vraiment réussir ce processus alors que l'autre n'y pense pas du tout? C'est vraiment la complexité du sujet. Et je vais plus loin, vous voyez, le dialogue, c'est ce qu'il y a de plus difficile en politique. C'est plus facile de dire aux gens, faites ci, faites ci, faites ci. D'instrumentaliser, c'est très facile. Mais trouver le consensus du discours, c'est un exercice extrêmement difficile. Parce que le dialogue suppose que celui qui est en face de moi, avec qui je parle là, me considère comme je le considère. Il m'accorde un crédit, il suppose que je ne suis pas venu pour lui dire des comptes vérités. Donc, pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait un minimum de considération des uns vis-à-vis des autres. Un minimum de confiance. Tant que ces conditions, ces prérequis ne sont pas définis, tant que je suppose que même s'il engage une discussion avec lui, il ne va pas être sincèrement. Quand je le pense déjà, le dialogue n'est plus possible. Absolument. Il n'est plus possible. Il y a eu déjà le forum pour la réconciliation, il y a eu des processus de dialogue ici et ailleurs, mais qui n'aboutissent pas parce que les conditions du dialogue ne sont pas réunies. Et parce qu'il me semble, je peux me tromper, il me semble que le président est en attente de signaux. C'est-à-dire, il veut bien, mais il veut qu'il y ait des signaux qui viennent d'ailleurs. Moi, je veux aller à la réconciliation, mais il faut que je sente en l'autre une volonté d'eux. Pour que moi je saisisse cette volonté et qu'ensemble on construit quelque chose. Mais quand les acteurs, les différents acteurs, chacun dans la belligérance, ça rend la chose difficile. Donc il faut certes en appeler au président de la République, mais en appeler à la conscience de chaque acteur politique. Que chacun assume les conditions d'une vraie discussion véritable. Sinon, ça va être difficile. Je rappelle que vous suivez Regard croisé sur l'actualité, votre émission de rétrospective de l'actualité de la semaine, commentée par nos deux invités, Dr Karamoko Gaoussou, enseignant-chercheur à l'université de Korogo, philosophe et politiste, et Dr Christophe Kwame, président de Civis Côte d'Ivoire, l'association Citoyens et Participation spécialisée dans le contrôle citoyen de l'action publique. Intéressons-nous à présent à la cherté de la vie, aussi bien dans les marchés que dans les grandes surfaces. Les prix de certains produits consommés plus souvent par la population auraient connu une augmentation, alors que la plupart de ces produits sont frappés par un plafonnement opéré par le gouvernement. Suivons ensemble ce qu'il en est
dans ce dossier d'actualité signé Francis Cassi. Nous commençons ce mercredi par un supermarché d'Abidjan. Notre constat terrain des prix de certains produits de grande consommation jugés augmentés. N'étant pas autorisés à faire des interviews à l'intérieur, nous attendons alors des clients à leur sortie de cette grande surface, dont celui-ci. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. Là, vous sortez d'un supermarché. Oui. Est-ce que les prix de riz, de l'huile, du sucre, tout ça a augmenté aussi? Oui, on sent une légère augmentation sur les prix. Je peux dire peut-être 5% sur les denrées de première nécessité. Il y a le riz, il y a le lait. Après, nous mettons le cap sur un marché. Et d'emblée, nous nous dirigeons vers un étal de boucher pour voir de quoi retourne le prix du kilo de la viande. Avant 2000, c'était 1200 francs. Et aujourd'hui, c'est combien? 1400 francs. Et un kilo, c'était combien avant? 2400, c'est devenu 2800 francs. Mais avec l'augmentation, est-ce que ça marche? On n'a pas de choix. Comme ils vont manger de la viande, donc ils vont payer. Dans la foulée, nous allons vers des vendeuses de poissons frais pour une idée des prix de cette denrée. Bon, cap là, on vend la gros là. On prenait 13 000, 14 000, maintenant on prend 17 500. Maman, bonjour. Vous êtes venu acheter quel poisson aujourd'hui? Ah, c'est là mon moyen. Je ne peux pas dire que c'est ça, j'ai payé. Les prix, s'ils ont dit, si ça est dans ma main, j'ai payé. Si ça n'a pas, je l'ai. Nous nous déplaçons ensuite de quelques mètres vers un boutiquier de ce marché pour les prix du riz et de l'huile. On vend du riz. Avant, la kilo était 350, 300, mais aujourd'hui, la kilo fait 600, 650. Et le sac? Sac, là, avant, là, c'était 16 000, mais aujourd'hui, là, c'était 22 500, 21 000. On dit lui, là, augmenté aussi. Il a très augmenté. 25 litres, on prend ça 16 000, mais aujourd'hui, là, c'est 25 500. Litre, là, on fait ça 1100 francs. Avant, là, c'était 900, 800. Une vendeuse de légumes et de condiments attire aussi notre attention. Avant, le sel était 2300. Aujourd'hui, ça devient 2600 le sac. Nous rencontrons également un vendeur de ciment. Monsieur, bonjour. Ouais, bonjour. Vous êtes vendeur de ciment? Oui. Alors, prix de ciment, là, il y en a qui disent que ça a augmenté. Oui, ça a augmenté. C'est combien maintenant? Maintenant, c'est 5 500. Avant, c'était 4 500, 5 000. Pour la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère, ces prix doivent respecter le plafonnement décidé par le gouvernement. Docteur Annie Koné. Les produits comme l'huile, le sucre, le ciment, la viande, les prix sont plafonnés. Et docteur Annie Koné d'avertir. Il est important que les commerçants sachent qu'ils sont en infraction et qu'ils s'exposent à des sanctions pénales. En plus du contrôle terrain des agents du gouvernement, la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère exhorte les consommateurs à appeler au 27 20 22 95 28 pour dénoncer les prix au-delà du plafonnement. Alors, les boulangers menacent aussi, de leur côté, d'entrer en grève à partir de lundi prochain. Ils entendent protester contre l'augmentation du coût de la farine et autres facteurs qui rentrent dans la fabrication de la baguette de pain. Alors, messieurs, selon vous, qu'est-ce qui explique ou justifie cette inflation? En fait, beaucoup de mouvements sociaux, beaucoup de leaders, de syndicats ne mettent pas en perspective l'environnement actuel causé par la pandémie à Covid-19. Depuis 2020 que cette pandémie est arrivée, cette pandémie a ébranlé tout le système politique, économique et social. La preuve, le gouvernement, très vite, a réglé les urgences en essayant de soutenir d'une part le privé et d'autre part les ménages avec les SMS de dépôt de 25 000 francs CFA. Au vu de ce qui se prépare, nous pensons que cela n'a pas été suffisant. Donc, pour nous, il faut que le gouvernement réinitialise le projet de soutien, d'une part au privé et aux ménages, et aille vers ces grandes surfaces-là, négocier des systèmes de réduction de fiscalité pour maintenir les prix, ne serait-ce que dans la période actuelle, jusqu'à la fin de cette pandémie due à la Covid. Mais mieux, pendant que le gouvernement va s'atteler à la cherté de la vie, il faut que le gouvernement reprenne à zéro la campagne de vaccination. Parce que nous sommes autour de 2%. Sans campagne de vaccination réussie, sans vaccin de la Covid, le système productif ne peut pas reprendre. Or, si le système productif ne reprend pas, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, d'un côté, on aura les PME, les entreprises qui produisent, qui vont mettre les gens à la porte parce que la maladie continue, la maladie va ébranler. Et en même temps, les gens ne pourront pas produire suffisamment. Docteur Karamoko Gaoussou, est-ce que le gouvernement est impuissant, par exemple, dans le cadre des boulangers, quand on sait que la farine est importée et que tout ce qui rentre dans la fabrication du pain connaît une inflation? Est-ce que le gouvernement n'est pas impuissant face à... Je ne parlerai pas d'impuissance, je parlerai de vision politique. Je sais par exemple que si je prends juste le cas de la viande, pour avoir échangé avec certains bouchers, la Côte d'Ivoire est approvisionnée à partir du Mali et du Burkina.
et avec le phénomène djihadiste, sans exclure la question de la Covid-19, mais avec le djihadisme, ces pays sont confrontés réellement à la survie réelle. Et donc, la Côte d'Ivoire n'est plus approvisionnée véritablement par ces pays-là. Et la production locale en la matière n'est pas suffisante. Et comme la politique de l'élevage n'est pas suffisamment développée chez nous, on a toujours été dépendant des pays de l'interland. Dès qu'il y a un souci d'approvisionnement, évidemment, les prix connaissent de réelles flambées. Pour en revenir à la question des boulangers, il faut un soutien réel. Parce que là, on est vraiment dans l'économie. Les gens, ils font du commerce, ils font du profit. Évidemment, si les intrants sont chers, le prix de vente ne peut être que cher. Donc, il faut que le gouvernement prenne un certain nombre de dispositions, notamment du point de la fiscalité, pour qu'il y ait l'allègement des coûts au niveau des entrants. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui fait du commerce de ne pas faire du profit, c'est impossible. Le pain, il se mange comme on boit de l'eau, c'est-à-dire c'est au quotidien, c'est tous les jours. Parfois c'est au matin, au soir à la fois. Donc ces produits-là, c'est très sensible, il faut prendre des mesures. Moi je pense que c'est pas... En fait, j'ai parlé d'impuissance parce que la mesure de plafonnement de prix de certains produits de grande consommation n'est pas respectée. C'est ce que je dis, c'est pas une impuissance, c'est de la mauvaise gouvernance. Parce que l'impuissance, c'est comme s'il ne pouvait pas. Or, pour moi, il peut, mais il n'a pas fait. Alors, monsieur, on va essayer d'avancer avec la question de cet atelier qui a été consacré à la gouvernance foncière rurale. Les experts ont révélé qu'en Côte d'Ivoire, seulement 1% des 23 millions d'hectares de terres rurales sont immatriculés, ajoutant que ces terres vont retomber dans le patrimoine de l'État d'ici 2023, relativement à la loi de 1998 sur le domaine foncier rural. Retour sur cet atelier dans ce compte-rendu de Jean-Claude Mabéa. En Côte d'Ivoire, seulement 1% des 23 millions de terres rurales a été immatriculé. La sécurisation foncière rurale reste donc un défi majeur pour tous les acteurs de la chaîne de gouvernance foncière, selon Dr Kwame Francis, enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké et spécialiste du foncier rural. En termes de pourcentage, on va dire à peu près 1%. Sur les 23 millions d'hectares de terres rurales en Côte d'Ivoire. Donc c'est dit que l'essentiel de ces terres-là sont régis par le droit coutumier. C'est vrai, on dit qu'en 2023, ces terres qui ne sont pas certifiées vont tomber dans le domaine de l'État. Mais pour la paix sociale, est-ce que c'est dans l'intérêt de l'État de récupérer toutes ces terres-là? Pour faire quoi d'ailleurs? Donc l'État devrait certainement revoir au niveau de cette échéance, prévoir aussi d'autres mesures d'accompagnement par des campagnes d'information, de sensibilisation des populations. D'où cette session de formation des journalistes initiée par la plateforme Alerte Foncier. Stéphane Leroux, son coordonnateur technique. Pour les hommes des médias, c'est à travers vous que nous voulons aider les communautés à s'informer, à se former sur la question foncière, sur la nécessité de la sécurisation foncière, afin que la chose puisse avancer. Signalons que la politique foncière rurale de l'État ivoirien vise à assurer la sécurisation foncière rurale en vue de réduire la pauvreté en milieu rural, renforcer la cohésion sociale et la gestion durable des ressources naturelles. Alors messieurs, est-ce que la gratuité peut permettre par exemple de relever le défi d'une immatriculation massive afin de sécuriser les terres en Côte d'Ivoire? En fait, il y a quelques années, nous avions participé... Parce que l'immatriculation est payante. Oui, absolument. Nous avons participé à un séminaire pour cerner le problème relativement à cette loi de 1998. Et quelques éléments de défis qui sont apparus étaient l'information même des 8000 villages. Ensuite, il y avait le coût. Et au-delà du coût financier, c'était le coût du lieu d'immatriculation. C'est-à-dire la distance entre le chef du village ou le propriétaire terrien et l'administration publique. Et en conclusion de ce séminaire, nous avions demandé à l'État de Côte d'Ivoire, qui était très bien organisé, avec 202 mairies, anciennement 32 régions et 2 districts, que l'État fasse un appel d'offres. Il y a tellement d'ONG sur la place publique qui sont spécialisées dans l'information de masse, et avec très peu d'argent, surtout que les structures existent déjà, les bâtiments existent. Donc, l'infrastructure existante, il manquait simplement à l'État de lancer un appel d'offres avec un certain montant donné, en découpant la Côte d'Ivoire. Et on avait essayé d'estimer en 3 ans, toutes ces ONG qui allaient participer allaient pouvoir informer les 8000 villages qui sont déterminés en Côte d'Ivoire. Mais il y a eu l'appui budgétaire de l'Union européenne qui a abouti à la création de l'AFOR, l'Agence foncière rurale. Tous ces financements-là, nous remarquons qu'on est encore sur l'ancien schéma. Union européenne, l'AFOR qui est une agence administrative, nous avions dit non.
il y a des volontaires et des bénévoles. En général, les volontaires, les bénévoles, ça va plus vite en termes d'information, de sensibilisation de terrain que des agents qui sont payés tous les mois avec ou sans rapport, avec ou sans fonction. Et cette agence, en son temps aussi, avait été critiquée. Donc, pour nous, pour la stabilité, pour l'intérêt général, pour éviter une énième crise du foncier, il est intéressant maintenant qu'en urgence, l'État revienne à ces conclusions-là et lance un appel d'offres pour que la Côte d'Ivoire, qui a déjà été divisée en 5 par l'Union européenne à travers le projet LIAN 2, toutes ces ONG qui sont rattachées à ces 5 centres puissent faire l'information d'une part. Deuxième point, c'est de ne pas se flageller en fixant des dates. Les dates, en général, ça fait plus peur qu'autre chose. Donc, l'État de Côte d'Ivoire doit repousser cette date de 2023 qui commence à faire peur à tout le monde et qui risque de créer plus de problèmes. Et enfin, le montant, on ne peut pas dire qu'il est cher ou il n'est pas cher. L'Institut national des statistiques a les 8000 villages. L'Institut national des statistiques a le niveau de la capacité financière dans toutes les zones de Côte d'Ivoire. Donc, c'est au Premier ministre et au gouvernement de voir le prix relativement à ces zones-là. Immatriculer un hectare à 800 000 francs, je ne suis pas sûr que ça soit donné. Hein. C'est impossible, par exemple, dans la zone de Bokanda. C'est impossible. Dans toutes les zones. Bon, enfin, je donne pour la zone que je connais. Parce que le monde là, il est encore plus pauvre que le... Oui, bien sûr. Donc, alors, docteur Karamoko, est-ce que la question foncière qui demeure quand même très sensible en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il est possible d'appliquer la loi de 1998 à des terres qui sont régies par le droit coutumier? Non, je pense qu'il faut tout réactualiser. En réalité, le foncier fait partie des outils de crise. Hein. La crise en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs paramètres, mais le foncier fait partie évidemment des paramètres qui ont vraiment un réel impact sur la vie sociale. Donc pour moi, il faut évidemment tenir compte du droit coutumier parce que c'est juste que c'est une source du droit positif. C'est une source. Moi, j'ai un cas pratique où dans ma région, des acteurs de l'AFRO sont arrivés. D'abord pour faire comprendre aux parents que c'est pas pour prendre leur terre, que c'est pour délimiter, ça pose un problème. Juste l'information, parce que il y a un travail de pédagogie à faire. Les gens ont l'impression qu'on leur arrache des terres, ce qui n'est pas le cas. C'est juste pour éviter justement des conflits. Et heureusement qu'aujourd'hui on a une institution chargée de la chefferie. Il faut impliquer aussi cette institution dans la question même de la gestion foncière pour qu'il y ait un cadre de concertation réel entre l'État et ces administrations qui sont de l'ordre de la coutume et avec les ONG qui ont une forme d'indépendance. Donc, ces trois acteurs mis ensemble, je pense qu'on peut trouver une solution parce que la terre, c'est extrêmement complexe et c'est délicat. Les gens sont y attachés comme on attache à son enfant. C'est ça. Donc, il faut vraiment que l'État aille dans ce sens où les acteurs sont impliqués et les décisions ne tombent pas sur les acteurs qui sont dans le monde rural, qui ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Alors, nous allons allègrement vers la fin de cette émission, mais je voudrais que vous commentiez cette actualité qui fait le buzz et sans illustration sonore. Est-ce qu'on assiste à une opération main propre qui ne dit pas son nom avec les audits des sociétés publiques qui se multiplient sur fond de malgouvernance? Et là, je voudrais m'adresser tout d'abord à Dr Christophe Kwame qui, avec son ONG, s'est spécialisé dans le contrôle citoyen de l'action publique. Il y a 2 temps administratifs dans la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, avant 2012 et après 2012. Après 2012, la Côte d'Ivoire a décidé de parapher toutes les conventions qui existent. Donc la plus puissante, c'est la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption. Et en paraphant ces conventions, elle a été obligée de modifier son dispositif juridique et réglementaire en interne pour pouvoir lutter contre la corruption. Cela aboutit à l'ouverture et à la mise en place de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, à la Cour des comptes. Et aujourd'hui, le dernier joyau qui est sorti, qui est en train de faire ce travail, s'appelle le pôle pénal financier de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, qui est vraiment une suprastructure. De cette période 2012 à aujourd'hui, il y a eu les sensibilisations, il y a eu les informations de l'administration et même du privé. Et il y a quelques jours, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a annoncé qu'après tout ce travail abattu de sensibilisation, de formation, de prévention, de détection, il faut qu'on passe à la phase de répression. Donc, ces arrestations sont le cours normal de la lutte contre la corruption, pour donner des exemples pour que le nouveau cycle reprenne. Mais à côté de cela, nous appelons, nous, ONG, d'aller un peu plus loin. Le 25 février 2021, la Haute Autorité a publié le niveau des déclarations de patrimoine. On constate que les maires et leurs secrétaires généraux, les régions
et les vice-présidents des régions sont à la traîne au fond de la classe. 40% de déclaration pour les uns, 48% pour les autres. L'article 54 dit dans quelles conditions les personnes qui ne déclarent pas ou qui déclarent des faux patrimoines doivent être poursuivies. L'ordonnance 661 va plus loin. Demande même au président de la haute autorité pour la bonne gouvernance, si vous vous sentez dans l'incapacité, vous saisissez le procureur de la République. À la date d'aujourd'hui, rien n'est fait. L'article 54 dit, quand vous prenez une fonction, quand vous êtes élu, vous avez un délai de déclaration de votre patrimoine. Les ministres, les 18 qui viennent de sortir du gouvernement, aucune information que la haute autorité pour la bonne gouvernance nous donne. Est-ce que quand ils sont sortis du gouvernement, le délai qui est en train d'être épuisé, est-ce qu'ils ont fait la déclaration contradictoire? Les nouveaux ministres, les 13 qui sont rentrés, la haute autorité ne dit rien sur leur compte. Est-ce que ceux-là ont fait leur déclaration? Parce que l'obligation, c'est que c'est jusqu'en fin d'année, au 31, et à partir du 1er janvier jusqu'au 31, que dans le journal officiel, la haute autorité doit publier la liste de ceux qui auraient fait la déclaration à l'entrée comme contradictoire. Malheureusement, la haute autorité ne le fait pas. Et donc, il n'y a pas une pression permanente sur les agents publics, sur les élus qui sont assujettis à ces différentes lois-là. Et enfin, je termine en disant que la déclaration du patrimoine, sans additionner la déclaration d'intérêt, qui lui va agir sur les conflits d'intérêts, est nulle et même faible. Je suis président d'une institution publique, je mets tous mes biens au nom de mon neveu, je mets tous mes biens au nom de mon épouse, nous sommes sous le régime de la séparation de biens, je passe sous les radars. Donc, en conclusion, pour nous, c'est bien de commencer, parce que nous sommes dans un mouvement. Voilà, au départ, c'était la déclaration des patrimoines, mais à la date d'aujourd'hui, nous pensons que la haute autorité et le Premier ministre doivent aller plus loin et ajouter déclaration de patrimoine et d'intérêt. Et enfin, nous pensons que l'État de Côte d'Ivoire doit créer ce qu'on appelle une attestation de déclaration de patrimoine et d'intérêt, au même titre que l'attestation de régularité fiscale. Voilà. Si on met une attestation de déclaration de patrimoine et d'intérêt qui peut annuler les ambitions politiques de certains, ils vont vraiment se dépêcher parce que c'est notre argent qui le gère. Oui, je pense qu'il a tout dit. Hein? Rien qu'à écouter ça, j'aurais dû ne même plus ajouter quelque chose. C'est ça. Mais je vais juste parler de la notion même de gouvernance. C'est tellement important. Vous voyez, en réalité, ce qu'on appelle gouvernance, c'est un synonyme de la démocratie. C'est-à-dire, on aurait pu dire gouvernance ou on aurait pu dire démocratie. C'est face au fait qu'on a tendance à réduire la démocratie au cycle électoral qu'on évoque la question de la gouvernance pour indiquer qu'en fait l'exercice de la chose publique doit revenir. Il faut qu'il y ait un compte rendu au peuple qui t'a donné le pouvoir d'eux. Donc, si on peut aller plus loin, comme il a si bien dit, pour que justement le peuple non seulement soit informé, mais qu'il sache à quoi sert l'argent qu'il a. Parce que si on ne sait rien de tout ça et que, vous voyez, parfois l'homme politique, il se joue du peuple. Hein. Il a une grosse voiture, il brille, le peuple est sale, alors que c'est l'argent du peuple qu'il utilise pour briller. Donc il est bon que le peuple soit vraiment informé et qu'on aille vraiment dans le sens de ce que Dr Kwame a indiqué. C'est assez rassurant. Bien, messieurs, c'est la fin de ce numéro de Regard croisé sur l'actualité qui recevait Dr Karamoko Gaussou, enseignant-chercheur à l'université Peleforogon Coulibaly de Korogo, philosophe et politiste, et Dr Christophe Kwame, président de Civis Côte d'Ivoire, l'association Citoyen et Participation spécialisée dans le contrôle citoyen de l'action publique. J'ai bénéficié de l'accompagnement technique de Landry Camara Minaïfin. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Regard croisé sur l'actualité. Ousmane Kanté.